Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder deux nouveaux chapitres de Gargantua, à savoir la guerre picrocolline et l'abbaye de Thélème. Comme la dernière fois, je vous invite bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire les passages relatifs à ces deux chapitres, puisqu'ils vous permettront de mieux comprendre et de mieux contextualiser chacun de ces événements, afin d'en dégager le sens et d'en saisir toute la complexité. Quoi qu'il en soit, concernant la guerre picrocolline, intéressons-nous quelques instants au déclenchement des hostilités. Nous sommes à une époque où les bergers du pays de Gargantua demandent aux fouassiers de Lernay de leur vendre leurs fouasses. Les fouasses, c'est des gâteaux, c'est des pains, c'est des brioches, c'est suivant les régions des éléments différents, mais en gros, c'est l'équivalent des boulangers. Et ceux-ci vont les insulter. L'insulte va virer au combat, le marchand va être blessé, l'incident va provoquer la colère de Picrocole, qui est le roi de Lernay, et dont le nom signifie justement qu'il y a une bile amère, c'est-à-dire qui est plutôt prompt à l'énervement. Et du coup, la guerre va progressivement éclater et va faire la satire des visées expansionnistes de Charles Quint, qui, à l'époque, est prince de la maison des Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui souhaite réaliser le rêve carolingien d'un empire à la tête de la chrétienté, mais qui sera aussi très souvent combattu, qui va très souvent affronter les rois de France, qui eux s'opposent à cette vision. Quoi qu'il en soit, cette guerre va se dérouler aux alentours de la Devinière, dans le Chinonais. Cet ancrage rural localisé contraste beaucoup avec les accents homériques du conflit. Mais ça permet, encore une fois, de susciter le rire et d'apporter un plus au récit. Quoi qu'il en soit, l'armée va piller, saccager les terres de Grand Gousier, et l'attaque du clos de l'abbaye de Seuillet va avoir l'entrée en scène d'un personnage extrêmement important, Frère Jean des Entomeurs, personnage haut en couleur qui va massacrer avec entrain les pillards et qui va accompagner ensuite Gargantua dans ses aventures. Ces épisodes rappellent aussi beaucoup le sac de Rome, le saccage de la vigne évoquant l'église qui est elle-même menacée. Quoi qu'il en soit, Picrocole va ensuite s'emparer du château de la Roche-Clermont, où il va se barricader solidement, et dans une volonté d'apaisement, Grand Gousier va envoyer son maître des requêtes, Ulrich Gallet, haranguer l'envahisseur tout en rappelant dans une lettre à son fils la nécessité de défendre ses sujets. En effet, on est en plein dans un esprit érasmien où il le déclare de manière explicite, je n'entreprendrai guère que je n'ai essayé tous les arts et moyens de la paix, ce qui témoigne véritablement de cette volonté pacifiste. Il va tenter d'acheter d'abord la paix en dédommageant les fouassiers, et Picrocole va y voir un aveu de faiblesse. Du coup, ses conseillers encouragent ses visées impérialistes et l'invitent à conquérir toutes les terres aux alentours, jusqu'en Asie mineure. Donc Gargantua va être dépêché sur place par son père pour essayer de rétablir la paix. Malheureusement, comme la paix ne pourra pas être obtenue d'un point de vue pacifiste, il va falloir guerroyer. Et donc Gargantua va se rendre sur le terrain à la suite de Gymnaste, son écuyer, et va rencontrer certains belligérants, certains combattants. Gymnaste va les défaire par la ruse et par l'agilité notamment, en se livrant à des acrobaties sur son cheval, etc. Gargantua, lui, va être informé de ces incidents militaires, va se mettre en route avec un arbre à la main et va, avec sa jument, provoquer le débordement de rivières en urinant, encore une fois, ce qui va noyer les troupes ennemies en aval du gué de Vède. Il va raser le château, et c'est le passage que vous lisez, après avoir reçu des coups de canon de fauconneaux et d'arquebuses, en croyant qu'il s'agissait de moustiques ou de mouches, avant d'arriver justement dans le domaine de Grand Gousier. Et ce dernier croit alors que son fils amène des éperviers de Montagu, autrement dit des poux, alors qu'il s'agit en fait des boulets d'artillerie interprétés précédemment par Gargantua comme des grains de raisin. Ces mésinterprétations, elles reposent beaucoup sur l'exagération, qui est un procédé comique qui est très souvent utilisé, qui tient notamment à la disproportion des géants. Un festin se prépare alors au château familial. Et ce festin sera l'occasion justement de discuter, puisque Gargantua va avaler involontairement des pèlerins qui sont cachés dans la litude de son jardin, qui vont survivre en s'accrochant à ses dents, et une fois qu'il les a retirés à l'aide d'un cure-dent, ils vont ensemble réciter des psaumes pour expliquer que leur aventure était prédite par le roi David. Et là, cet épisode est assez intéressant parce qu'il est propice à la moquerie. On va se moquer de ces pèlerins, de ces pèlerinages qui invitent littéralement les gens à quitter leur demeure
pour sombrer dans une forme d'oisiveté pendant une période donnée, malgré les risques encourus. Par opposition justement à Frère Jean lui qui est un homme qui se bat, qui n'hésite pas à donner de lui-même, à prendre part à la bataille, à travailler d'arrache-pied. Donc on a cette opposition entre finalement ces pèlerins et plus largement les moines qui se contentent de marmonner des prières sans les comprendre, de déranger leur entourage, de ne pas travailler, à la différence de Frère Jean justement qui est un travailleur courageux et qui va beaucoup susciter l'admiration de Gargantua. Donc Frère Jean sera un nouveau partisan, un nouveau adepte de Gargantua, va le suivre dans de nombreux épisodes et va le guider aussi dans une certaine forme de sagesse. Concernant la bataille et les prisonniers, donc après avoir aidé Gargantua à s'endormir à l'aide de psaumes, le moine va se reposer puis se réveiller en sursaut. Il va, avec ses compagnons d'armes, mener une guerre nocturne. Il va beaucoup lancer les encouragements, mais il va surestimer un peu ses capacités. Et puis, en passant sous un noyer, il va y rester accroché, pendu. Ce qui va l'amener à beaucoup s'énerver, puisque les gens autour de lui vont préférer se moquer de lui que de l'aider à descendre de l'arbre. Quoi qu'il en soit, une fois que ça a été fait, il va poursuivre les combats, et il va être fait prisonnier. Il va se libérer, revenir vers Gargantua, et finalement, ils vont vaincre Picrocole ensemble, qui va devoir fuir devant l'avancée de Gargantua et de Frère Jean. Et à partir de là, donc, il va quitter Roche-Clermault, puisqu'il aura été défait, et va tenter de passer inaperçu sur les routes, après que Gargantua et Grangousier aient fait un discours anti-belliqueux et qu'ils aient pardonné aux troupes ennemies leurs actes contre eux. Donc Picrocole va fuir et sur la route, son cheval va trébucher. Du coup, de colère, Picrocole va le tuer. Rappelez-vous, il est sensible à la colère, il est assez facilement irritable. Du coup, il va tenter de voler un âne à des meuniers, et les meuniers vont réagir assez violemment, du coup vont le battre fortement, et Picrocole devra s'enfuir la tête basse, et à partir de là, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Quant à Gargantua, il va recenser les rescapés par bienveillance, il va libérer les soldats prisonniers, il va leur verser 3 mois de solde pour qu'ils puissent rentrer chez eux, il va indemniser les paysans victimes de la guerre, et puis, dans une dernière harangue, dans un dernier discours, il va affirmer le caractère primordial de la clémence auprès des vaincus et de la nécessité, de la part des vainqueurs, de faire preuve également de justice et d'équité. Voilà donc un peu comment se déroule cette guerre. Vous voyez plusieurs épisodes. Ce qu'il convient de retenir, c'est vraiment cette rencontre avec Frère Jean qui sera primordiale, puisque Frère Jean, c'est un peu l'exception dans ce paysage des moines, qui est hautement critiquable parce que les moines ne travaillent pas ou pas suffisamment, se contentent de répéter des choses qu'ils ne comprennent même pas. Frère Jean, lui, c'est un personnage à part entière, un personnage intéressant parce qu'il est vif, il est intelligent, il est courageux et justement, il va participer à ces conflits avec beaucoup d'investissement. Ce qui est intéressant aussi, c'est justement cette volonté de Grangousier et de Gargantua de préserver la paix quoi qu'il arrive, dans l'idée, dans l'optique de cette philosophie humaniste, pacifiste fondamentalement. Dernier élément que nous allons aborder ensemble, c'est l'abbaye de Thélème. L'abbaye de Thélème qui est d'une certaine manière la première utopie française. Du moins la première utopie de la littérature française, qui est décrite par Rabelais au chapitre 52, ainsi qu'au 53 et jusqu'au 54, sauf erreur, qui apparaît comme une abbaye inversée. En effet, à la fin de la guerre picrocoline, Gargantua va remercier ses amis, va leur confier des terres à chacun. Et justement, Frère Jean des Entomeurs va également être remercié de l'avoir aidé dans sa lutte contre Picrocole. Et Gargantua va lui offrir de lui bâtir une abbaye. Frère Jean va d'abord refuser, considérant qu'il ne pourrait pas gouverner une abbaye alors qu'il est incapable de se gouverner lui-même. Mais il va finir par accepter, à condition que la règle du lieu soit l'inverse finalement de ce que connaissent les abbayes de l'époque. Abbayes dans lesquelles les moines sont souvent soumis à l'obéissance à une discipline qui est très hiérarchisée. Et de ce point de vue-là, la devise de l'abbaye sera « fais ce que tu voudras ».
D'ailleurs, le nom de Thélème est dérivé du grec téléma, qui dans le Nouveau Testament désigne la volonté divine, donc laquelle se manifeste en l'homme sans que la raison de celui-ci n'intervienne. En d'autres termes, Frère Jean, avec Gargantua, va fonder une abbaye qui se distingue de toutes les autres, où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de soumission, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, mais pas tout à fait. Puisque si l'abbaye de Thélème évoque, par son architecture, un château de la Renaissance, un peu à l'image de Chambord, plutôt qu'un monastère médiéval, et si Rabelais décrit une vie collective fondée sur la volonté générale, les résidents hommes et femmes y faisant ce qui leur semble vertueux, en réalité, fais ce que tu voudras ne signifie pas totalement qu'ils sont libres de faire n'importe quoi. En gros, ce qui est plus réaliste, c'est qu'ils font ce que la volonté divine leur suggère. Et cette volonté divine s'exprime à travers la liberté, bien évidemment. Mais fais ce que tu voudras n'est pas un encouragement à la paresse ou à l'anarchie, mais bien la soumission à Dieu et à la volonté divine. Les membres de l'abbaye de Thélème sont ainsi invités à boire, à lire, à chanter, à jouer de la musique. Personne ne contrarie personne, il n'y a pas d'abbé, il n'y a pas de hiérarchie, les conflits sont inexistants. Cependant, pour que ça puisse se passer, il faut que l'abbaye de Thélème accueille une élite. D'une certaine manière, l'abbaye de Thélème, c'est une réécriture de la Jérusalem céleste, qui apparaît notamment dans l'Apocalypse de Jean. Et en humaniste de son temps, Rabelais postule qu'une société sans contrainte ni conflit est possible, à condition qu'on laisse s'exprimer la nature foncièrement bonne de l'humain. Et les résidents de l'abbaye de Thélème ont par nature le sens de l'honneur et de la responsabilité. Parce que ces gens sont libres, mais aussi, et c'est ça qui est important, parce qu'ils sont bien nés, parce qu'ils sont bien éduqués, qu'ils vivent en bonne société et qu'ils ont naturellement un instinct, un aiguillon qu'ils appellent honneur et qui les pousse toujours à agir vertueusement. En d'autres termes, pour arriver à ce résultat, cette réécriture utopique, Rabelais souligne l'importance de l'éducation. Les résidents de Thélème sont nourris de connaissances dans des domaines étendus, lisent beaucoup, écrivent, parlent différentes langues, 5 ou 6, savent jouer de différents instruments de musique. Mais encore une fois, cette éducation n'est rien sans la volonté divine. Mais elle est pourtant essentielle, puisque c'est ça qui permet justement la vie en bonne société. Une société utopique n'est possible qu'à condition que chacun joue le rôle qui lui est confié, joue le jeu que suggère cette utopie. Frère Jean, d'ailleurs, va refuser de gouverner cette abbaye, puisque, comme on l'a vu précédemment, il ne s'estime pas capable de gouverner autrui alors qu'il n'est pas lui-même capable de se gouverner. Et il va d'ailleurs même finir par quitter l'abbaye pour suivre Gargantua et ensuite Pantagruel dans certaines de leurs aventures. Quoi qu'il en soit, le système qui est décrit par Rabelais n'en reste pas moins fragile, puisque, par définition, il tient au bon vouloir de ses membres. Et Rabelais insiste donc à la fois sur l'éducation, mais aussi sur la composition de la population de l'abbaye, qui fait l'objet d'une sélection. C'est une élite de femmes et d'hommes d'origine noble, d'excellente éducation, qui présentent des qualités sociales particulières qui pourront intégrer cet espace. C'est véritablement un choix qui est opéré à l'entrée. Nul ne peut entrer s'il n'est pas conforme aux critères qui ont été établis. D'ailleurs, on sous-entend même à certains passages que le physique entre en compte, puisque seuls les chevaliers, aussi preux soient-ils, aussi habiles, aussi courageux soient-ils, ne peuvent entrer que s'ils sont beaux. De la même manière, jamais ne furent vues dames si élégantes, si jolies, moins acariates, plus doctes à la main, à l'aiguille, à tous les actes féminins, etc. On sous-entend que le physique a son importance, donc on en revient encore une fois à la question du corps. C'est une sélection qui s'opère en fonction des qualités physiques et morales. Thélème rappelle donc un peu l'importance de l'éducation pour l'évolution de l'homme et de la société, une éducation qui est ouverte, diversifiée, qui permette l'affirmation de soi, mais une éducation qui n'est pas accessible à tous, à l'époque où Rabelais écrit en tout cas. Et comme dans beaucoup d'utopies, finalement la vie à Thélème est de fait réservée à une élite. D'ailleurs, lorsqu'on parle de réécriture utopique, Thélème apparaît un peu comme la réécriture de plusieurs utopies, notamment la Jérusalem céleste qu'on évoquait précédemment, mais aussi celle du songe de Polyphile de Francesco Colonna, écrite en 1499, l'Utopia de Thomas More,
qu'on avait déjà évoqué. Et en effet, Rabelais connaît bon nombre de ces utopies et ça peut expliquer aussi pourquoi il va recréer la sienne en reprenant des éléments qui viennent d'autres utopies. Quoi qu'il en soit, vous avez ici un panorama justement de cette nouvelle vie sociale religieuse réinventée par Rabelais autour de concepts un petit peu différents, moins superficiels, beaucoup plus libres, mais qui nécessitent forcément, puisqu'il s'agit d'une utopie, de beaucoup plus d'adéquation avec ce mode de vie, donc de beaucoup plus d'éducation et de sélection. Voilà ce que nous pouvions dire de ces deux chapitres, la guerre picrocolline, l'abbaye de Thélème. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite une excellente semaine.